nous présenter ce qu'il fait à JV Web, bien sûr. Il va nous parler de JV Web, il va nous parler de JV Web dans la crise, avant, pendant, après peut-être. Donc je te laisse la main, Jonathan. On se retrouve tout à l'heure pour une séance de questions-réponses. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc on va voir ensemble comment chez JWeb on a géré la crise. Et au-delà de ça, on va voir en fait comment le Lean est une méthode en fait pour changer en permanence. Et nous, au final, cette crise du Covid-19, on le vit comme un changement supplémentaire, comme les nombreux changements qu'on a fait ces dernières années. Juste pour comprendre en fait qui on est, je vous ai préparé un petit slide. Donc, JWeb existe depuis 2004. On est plus de 60 personnes à l'heure actuelle, 10 nationalités, avec 4 bureaux dans le monde, Montpellier, Paris, Genève et Shanghai. Shanghai aura son importance, comme vous pouvez le savoir, puisque la crise du Covid est apparue là-bas. On gère à peu près 400 clients qui sont basés dans 50 pays différents. Notre moyenne d'âge est plutôt jeune, à 28 ans. Globalement, peu d'enfants, ce qui fait qu'actuellement, sur les effectifs, on a seulement 2 personnes absentes pour raison de garde d'enfants. Donc, les gens sont là et ils sont disponibles et intéressés pour travailler. On va voir du coup ce qu'on en a fait de ces forces vives. Nos clients, c'est qui, c'est quoi? Ça va dans tous les secteurs d'activité. On a des startups, des scale-up. On a aussi des grands comptes. Vous voyez Orchestra qui a un réseau de magasins, Matuma qui a une startup, Métro, 3M, des industriels. Métro est même présent 2 fois. On a des gens qui vendent des vêtements, Carole, Jennifer. On a des mutuelles comme les mutuelles de motards, mutuelles bleues. Et on a des énormes comptes comme MSC qui, eux, sont forcément très touchés puisque leurs bateaux sont à l'arrêt et nous, on gère leur présence dans 22 pays du monde. Voilà. Notre rôle à nous, c'est d'optimiser les résultats publicitaires qu'on obtient sur Google ou Facebook Ads. Donc, quand vous faites une recherche derrière votre écran sur Google, nous, on va mesurer plein de choses pour augmenter le nombre de ventes ou le chiffre d'affaires. Donc, un résultat type, quand un client passe avec nous, au bout de 3 à 6 mois, on lui augmente les ventes sur son créneau de 88% en moyenne et on lui augmente les coûts de 40%, ce qui augmente son retour sur investissement de 35%. Donc, grosso modo, on va lui apporter plus de business, plus de marge, donc plus de bénéfices. Voilà. Comment ça se passe concrètement? Je vous ai mis 2 petites captures d'écran et puis après, on va s'intéresser au vif du sujet. Vous tapez crédit immobilier dans Google. Vous avez des annonces qui vont apparaître en haut de l'écran. Donc, c'est Google Ads. L'annonceur va payer pour chaque clic qu'il va réaliser. Et nous, on va choisir le mot-clé qui est en haut, l'annonce qui est ici, la page de destination. Et puis, d'ailleurs, on va faire plein de ciblages sur les internautes. Un homme, une femme, quelqu'un qui a déjà fait une requête, quelqu'un qui est sur son téléphone portable, sur son ordinateur. On a plein d'aides ou d'indicateurs pour faire ça. On travaille également sur le référencement naturel, qui est la partie contenu du site Internet. Et puis, sur Facebook Ads, vous voyez les publicités qui sont là sur l'écran. Et on va rédiger le message, choisir le visuel et pareil, choisir qui est l'internaute qui voit cette publicité. Donc, nous, notre travail, du coup, c'est d'optimiser tout ça pour améliorer le retour sur investissement de nos clients, en fait. Voilà. En règle générale, on va peser entre 30 et 60% du chiffre d'affaires total d'un client. Donc là, je parle pour les e-commerçants. Bien sûr, les gens physiques qui vendent comme PSA des voitures en concession traditionnelle et nous, on leur apporte des leads qui sont des futurs acheteurs. Là, on pèse une partie beaucoup plus faible. Mais sur les e-commerçants, notre part de business est très, très importante. Comme on pèse beaucoup du chiffre d'affaires de nos clients, généralement, ils sont très proches avec nous et ils nous suivent au quotidien. Donc, vous imaginez bien, dans une période où ils sont en train de perdre beaucoup de chiffre d'affaires, on est encore beaucoup plus proche d'eux. Du coup, toutes les sociétés, en fait, on est tous dans un environnement qui change. En permanence, en fait, nous, chez JWeb, on se pose la question de comment on doit s'adapter à ces changements. La partie du virus, ce qui se passe en ce moment, pour nous, c'est une adaptation comme une autre. Je suis connecté à pas mal de patrons, soit sur des groupes WhatsApp, etc. Et je vois que certains sont beaucoup en mode urgence, stress. On ne sait pas ce qu'on doit faire, mais on va prendre des mesures hyper importantes et rapidement, il faut agir. Donc, certains ont fermé leur entreprise, d'autres ont mis tout le monde au chômage partiel, avant même de savoir si leurs clients avaient besoin d'eux. Donc, en fait, il y a des trucs un peu étranges qui se passent. Nous, on applique
notre méthode habituelle qui est la stratégie Lean. Donc, en fait, c'est notre méthode qui nous permet de nous adapter en permanence au marché, aux concurrents, aux demandes des clients et puis en ce moment au virus. Et ça fait 4 ans qu'on pratique cette stratégie avec Régis, notre sensei. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en fait en ce moment, du coup, au début de la crise du Covid? On s'est dit, oula, qu'est-ce que le virus? Qu'est-ce que ça change chez nos clients en fait? Donc, voilà, on a mis vraiment les clients en premier. Qu'est-ce que ça change chez nos clients? Pourquoi ils veulent plus de volume de conversion? Pourquoi son taux de conversion baisse? Pourquoi il est énervé en ce moment? Bon, c'est des questions qu'on se pose en permanence, mais là, on se les pose encore plus. Et du coup, ces changements chez le client nous imposent des changements chez nos collaborateurs en fait. Comment nous, on doit apprendre à être capable d'aider notre client en ce moment à partir du savoir-faire de nos collaborateurs qui connaissent ou qui doivent apprendre en fait. Et du coup, de ces besoins clients, il y a des challenges qui émergent. Et du coup, ces challenges, on essaye d'en faire des idées pour les réussir. Et il y a des personnes dans l'équipe qui vont prendre des initiatives, qui vont explorer des solutions, des petits pas, des petites choses, parfois des plus grosses choses en fait. Et nous, au niveau du CODIR, au niveau des team leaders, en fait, notre rôle, ça va être de les soutenir, de les encourager, de les aider. Mais ce n'est pas juste répondre à leurs questions, en fait. C'est qu'après, on va être capable de voir, de comprendre ce qui a été fait, de diffuser à toutes les équipes et du coup, d'avoir un impact global sur toute l'entreprise. Certains des changements qu'on a pu faire dans le passé ont eu des impacts très, très importants. Je vais juste vous en présenter un seul. On est parti d'une résolution de problème. Et puis après, je tease un petit peu, mais n'hésitez pas à me dire si je suis trop long sur le chat ou si vous avez des questions. C'est le dernier slide. Après, on rentre vraiment dans le vif du sujet sur le Covid. Mais on avait un problème, c'est qu'on avait trop de prospects. Et du coup, on mettait très longtemps à leur répondre et très longtemps à leur faire une proposition commerciale. Donc, ce n'était pas très acceptable pour eux. Alors, je sais que c'est un problème de riches, mais c'était quand même un problème pour nous. Et du coup, on a travaillé avec les développeurs. On leur a dit, mais nous, ça nous prend 8 heures pour faire une proposition commerciale. Comment on peut faire pour que ça soit possible en 30 minutes? Les ingénieurs ont bossé à 2 pendant 3 semaines et ils nous ont produit une solution. Cette solution, le CODIR et les team leaders ont su l'apprendre, la diffuser à toute l'entreprise et en fait, on l'a transformé en un business. Ce business s'appelle Sizo. Ça fait 18 mois que c'est lancé et on a 10 000 clients pour notre audit Google Ads. Vous vous rappelez de 2 slides avant, je vous ai dit qu'en 15 ans, 16 ans, JWeb avec 400 clients. En 18 mois sur Sizo, on a convaincu 18 000 clients d'utiliser notre outil SaaS. Voilà. Qui à la base était une résolution de problèmes internes. Donc du coup, soutenir les initiatives, c'est très important parce que ça peut avoir des impacts énormes. Et je sais que certains d'entre vous doivent se dire, mais c'est normal de faire ça, c'est normal. Mais en fait, non. On pense que c'est normal, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la plupart des entreprises. Du coup, sur le Covid, notre première partie, c'est de prendre soin des gens. Alors, prendre soin des gens, il y a plusieurs points. Le premier, c'est assurer leur sécurité physique. Alors, nous, c'est facile, hein, on vend des clics, on est une société de service. Donc, je ne me suis jamais vraiment posé la question de c'est quoi la sécurité physique chez mes gars? Parce que ce qui leur risque, c'est de glisser dans l'escalier, glisser sur le parking ou se coincer un doigt entre 2 touches. Les risques sont assez limités. Bon, on avait juste fait un petit truc quand même parce que en fait, nous, quand il y a des gens malades, ça peut nous impacter de façon assez importante. Donc, on s'était dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas limiter le virus? Et quand on a construit notre bâtiment, on a installé des ouvre-portes dans les toilettes, dans la cuisine, dans les parties communes, en fait, où en fait, on ouvre les portes juste avec son pied. Et donc, sans les mains. Donc, en fait, parce qu'on a beau dire que les gens sont censés se laver les mains, il y a quand même une grande partie qui le font. Bon, et c'est tout ce qu'on avait fait. Et là, concernant le Covid, on a un petit peu changé puisque une dizaine de jours avant le premier discours, on a commencé à avoir des gens qui étaient stressés. Donc, on commençait à avoir des gens qui n'étaient plus en situation de réussir. Pas à cause de leur quotidien chez JWeb en tant que tel avec leurs clients, mais plutôt avec tout ce qui se passait autour. Donc, on est allé au supermarché, on a dévalisé le rayon du gel hydroalcoolique, des produits ménagers. Donc, on a installé des produits ménagers pour tous les éléments partageables, donc les salles de réunion, la cuisine, les petits box. Et on a réorganisé les salles de réunion et la cuisine pour laisser de la place. Donc, on a pris soin d'eux en sécurité physique 10 jours avant, 15 jours avant le début du confinement, parce que il commençait à y avoir des signes d'anxiété chez certains de nos collaborateurs. Bon, ensuite, au-delà de ça, on a la sécurité.
mentale. Donc, moi, en tant que patron, en tant que dirigeant, je fais attention à ce qu'ils n'aient pas trop de charge mentale, à savoir ce qu'on attend d'eux et est-ce qu'ils ont tout pour réussir, en fait. Donc, vous connaissez tous le TPS. Nous, on a créé chez nous un indicateur qui s'appelle le TPR, tout pour réussir. Et on demande chaque semaine à tout le monde est-ce qu'il est OK ou pas OK sur le TPR, justement. Et s'il n'est pas OK, les team leaders, on se donne 5 jours pour changer la situation. Donc, on utilise Trello, nous, comme Kanban. Donc, tous les jours, chaque team leader discute avec son équipe pour voir le matin, qu'est-ce qu'il a prévu. Le midi, est-ce qu'il est à peu près réussi sa matinée. Le soir, la même chose. Et puis, s'il a besoin d'aide pour la production, s'il a besoin de formation, s'il a besoin de dojo, on est là pour lui apporter, en fait. Voilà. Donc, ça, on le faisait avant. Et en fait, ça a été un de nos critères clés de réussite sur le mode Covid, puisqu'en fait, au début du Covid, comme tout le monde, quand il y a eu le confinement, on a envoyé tout le monde en télétravail. Et le fait d'avoir un Kanban qui fonctionne chez 90% de nos collaborateurs, en fait, a permis de les aider au quotidien et d'être sûr qu'au niveau de la charge mentale et du nombre de pièces à produire par jour, on était OK. Donc, du coup, on revient à nouveau sur prendre soin des gens. Ils partent en télétravail. Donc, on est lundi matin. Nous, on avait prévu le télétravail dès le vendredi, puisqu'on savait que ça allait fortement évoluer. On se doutait que ça allait fortement évoluer en début de semaine. Ça s'est fait durant le week-end. Et on s'est dit, Tiffany, ma RH, s'est dit, oh là là, j'ai parlé avec certaines personnes. Certaines personnes ne sont pas contentes d'être à la maison. Nous, on a beaucoup de jeunes, donc certains, ils n'ont pas d'enfants, mais certains sont célibataires dans 22 mètres carrés. D'autres sont en couple dans 30 mètres carrés. Et puis d'autres sont en couple, mais avec 2 enfants de 2 ans et 3 ans. Et donc, c'est compliqué. Donc, ce qu'on a fait, la première action que Tiffany a fait, elle nous a fait lâcher la pression. Comment elle a fait ça? Elle nous a dit, elle a créé un groupe sur Hangout. Donc, Hangout, c'est un logiciel de discussion écrite, un peu comme un Slack. Et elle a créé un groupe pour lâcher la pression. Et elle nous a dit, premier message, le lundi matin, il était 11h, midi, je ne me souviens plus exactement. Elle a dit, moi, les gars, j'espère que vous êtes bien confinés. Parce que moi, quand je travaille, j'ai vue sur la mer. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que Tiffany fait? Pardon, je ne comprends pas trop. Et puis, en fait, elle nous a envoyé cette photo de son bureau. Et donc, en fait, elle n'a pas du tout vue sur la mer, mais la petite affiche, c'est la plage de Biarritz. Alors, je vous rappelle qu'on est quand même basé à Montpellier, mais bon, apparemment, Tiffany préfère Biarritz. En fait, voilà. Au bout de 10 minutes, c'était parti en sucette, puisque certains ils commençaient à faire des photomontages dans un bureau fictif ou avec une barbe très longue en disant que le confinement allait durer 6 mois, etc. Et en fait, le but, c'était de leur permettre de relâcher la pression et de leur permettre de relativiser ce qu'ils étaient en train de vivre. Le deuxième point, c'est qu'on s'est dit, on veut rester en mode normal. Donc, pour rester en mode normal, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est faciliter les échanges. Pour faciliter les échanges, nous, on utilise Hangout, donc on a le téléphone également, c'est facile de s'appeler. Mais à chaque fois qu'on appelle, il faut attendre qu'il y ait une sonnerie, il faut attendre que ça décroche de l'autre côté. C'est assez pénible, en fait. Ce n'est pas très pratique. Et donc, on a utilisé un petit logiciel que Christophe Riboulet nous a parlé la dernière fois, qui est Discord. Discord, donc vous voyez, on a une terrasse, qui est la partie relax, où on veut se reposer. On a des box qui sont des salles de réunion. Donc là, vous avez Nadège et Sylvain qui sont en train de discuter. Puis vous avez la R&D, le groupe AFIL, le groupe SEO, puis vous avez d'autres groupes en dessous. Donc, tout le monde est connecté en permanence. Donc, chacun est connecté dans son équipe. Vous pouvez couper votre micro ou activer votre micro, le casque en un seul clic. Et l'idée, moi, je vais aller faire un GoNC, je vais aller discuter avec l'équipe R&D. Je me mets sur R&D, je clique. Et une demi-seconde plus tard, je peux leur parler. En fait, pour moi, c'est plus facile d'utiliser Discord pour aller discuter avec tout le monde que d'être au bureau. Parce qu'à Montpellier, on a 1000 mètres carrés. Je dois aller me déplacer à l'étage, au rez-de-chaussée, changer d'un coin à un autre. Quand je veux appeler la Suisse, je dois utiliser mon téléphone ou je dois les appeler sur Hangout. Là, je veux discuter avec la Suisse. Je rejoins un box Chrome et il y a Sylvain qui est là, en fait. Donc, du coup, en mettant cet outil en place, on a fluidifié les échanges et on a fait en sorte que tout le monde reste connecté en permanence, que tout le monde puisse discuter en permanence et que du coup, il n'y a personne qui se sent seul. Il y a tout le monde qui pouvait faire des appels à l'aide en cas de besoin. Et on est quasiment gardé entre le chat et les messages vocaux, enfin le groupe Discord local. On a gardé en fait quasiment les mêmes routines, le même mode de fonctionnement qu'au bureau.
Au-delà de ça, on avait… Ah oui, désolé, je n'avais pas vu. Oui, pour le gel hydroalcoolique, oui, c'est moi. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, quand j'en ai acheté au supermarché, donc j'en ai acheté, je ne sais pas, une vingtaine de flacons, je me suis fait agresser en fait par une dame qui m'en a repris dans le caddie en me disant mais il faut en laisser aux autres en fait. Vous êtes tout seul, vous êtes jeune, laissez-en aux autres. Je dis mais désolé madame, c'est pour une entreprise, c'est pas que pour moi personnellement. Et nous on n'utilise pas Slack, on n'utilise que Discord ou que l'outil Hangout. Voilà, puisqu'on avait déjà pas mal de groupes sur Hangout. On est full stack Google en fait par notre métier. Ce qui fait qu'Hangout, c'est relié à notre Gmail, c'est relié à notre compte Google Ads. Donc pour nous, c'était plus facile. Donc, au-delà de ça, la chaîne d'aide, en fait, du coup, quotidienne. Avant, on avait un codir par semaine. On est passé à un codir par jour pour voir tous les changements qu'il y avait, comment les collaborateurs, comment les clients, comment les fournisseurs vivaient la situation, en fait, et comment on pouvait les aider. Et les équipes, pardon. Les équipes. Voilà, comment on pouvait les aider. Au-delà de ça, on a créé aussi un échange quotidien entre chaque manager et CTL pour faire en sorte de pouvoir répondre à leur aide, de les aider, de répondre à leurs questions. Et pareil, l'ARH a diffusé plusieurs messages, Tiffany, pour dire à tout le monde, on est dispo, venez me parler sur Discord, venez me parler sur écrit. En tout cas, je suis disponible. Voilà. Cette chaîne d'aide quotidienne a eu lieu tous les jours les 2 premières semaines. Et maintenant, elle continue pour les managers et les TL tous les jours. Et pour le reste, c'est une fois par semaine. Et bien sûr, les TL, eux, sont restés connectés à la prod grâce au plan de production, au Kanban, grâce à Discord. Et ça, par contre, ça continue en permanence puisque c'est jamais arrêté. Bon, ça y est, on gère le plus urgent. On se dit que ça va un peu mieux. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait puisque du coup, on est à moins de 50% d'activité à la fin de la première semaine. Les équipes sont en sécurité. Les clients, on va en parler juste après, mais c'est à peu près en sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque moins de 50% de chiffre d'affaires. Et on s'est posé des questions. On a un peu discuté dans le codir. Et tout le monde était assez rapide en disant « Aïe, si on fait du chômage partiel, il va se passer un truc pour les équipes qui vont être démotivées. Elles ne vont pas se sentir très utiles et elles vont un peu s'embêter. » Nous, on a discuté avec 2-3 personnes de l'équipe. On allait sur le terrain et il y a un collaborateur qui m'a dit « Mais moi, Jonathan, si tu me mets au chômage partiel, je m'en fous, je continue à travailler. Hein. Parce que ma femme travaille dans une boutique. Ça fait 10 jours qu'elle est à la maison. Ça fait 10 jours qu'elle ne travaille pas et elle est en train de devenir folle. Et moi, je ne veux pas devenir comme elle. » Voilà. Et je me suis dit, waouh, ok. Même si c'est du chômage partiel à 50% d'activité, c'était trop fort. Donc, on a dit, on ne met pas de chômage partiel, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Eh bien, vous allez le savoir dans quelques instants, restez connectés puisque c'est dans 2 slides. Et concernant les primes, moi, mes équipes ont beaucoup de primes. C'est une partie importante de leur salaire. Et bien, en fait, ce qu'on a fait sur le mois d'avril, on a garanti les mêmes primes que le mois de février avec moins 15% sur la prime. Ce qui fait que du coup, même pour eux, sur le mois d'avril, qui va être très mauvais en chiffres, il n'y avait pas de stress. Donc, du coup, toute l'équipe était du haut en bas, en état de marche, en état de réussir. Ils avaient en fait tout pour le TPR. Au-delà de ça, du coup, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait travailler en fait sur le futur? Donc, la personne qui m'a écrit, c'est vous pour le gel hydroalcoolique, qui s'appelle iPhone. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer à la reprise? Donc, à la reprise, on espérait que ça soit fin mai. Maintenant, c'est mi-mai. Merci à M. Macron, ça nous donne un peu plus de temps pour nous préparer. Et avec des amis, avec le groupe WhatsApp, donc moi, je suis connecté un petit peu en Chine. Vous avez, puisqu'il y a l'entreprise aussi à Shanghai. On n'a que 2 personnes à Shanghai, puisqu'on fait du Made in France pour les Chinois. On fabrique en France et on leur vend là-bas. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est comment trouver des masques à la réouverture. Voilà. Et il y a 4 semaines de ça, on a commencé à prospecter en Chine. Et avec un groupe d'amis, on a réussi à trouver des usines qui fonctionnent, qui peuvent nous livrer, qui font de la qualité. Et on a commandé 1,5 million de masques en tout, dont seulement 10 000 pour JV Web. Et ces 10 000, on en a reçu 3 000 lundi prochain. Enfin, on en reçoit lundi 3 000. Ils sont déjà en France, mais tout était livré à une seule adresse à Paris. On a également trouvé des masques réutilisables avec mon réseau. Et vous savez qu'il y a des tests sérologiques qui vont être mis sur le marché. Et nous, on a déjà pu passer une commande de 100 tests pour pouvoir tester tous ceux dans l'entreprise qui veulent le tester. Puisque je pense qu'à partir du 11 mai, on va rester en télétravail. Mais nous, on a certains collaborateurs qui m'ont dit, mais on est 2 dans 18 mètres carrés, je veux absolument revenir au bureau. Donc, il y a 1 ou 2 personnes qui sont revenues déjà. 1 ou 2 personnes dans 10 000 mètres carrés. Dans 1000 mètres carrés, ça va.
Ils ont chacun leur bureau. Et par contre, en fait, les masques, on va leur mettre à disposition dès la semaine prochaine, puisque s'ils veulent faire des courses dans les supermarchés, s'ils veulent pouvoir sortir en étant en sécurité ou venir au bureau pour quelques-uns, en fait, on pourra l'accepter puisqu'on aura des masques. Voilà. Et les masques, pour les entreprises, ils sont dispo. Autant pour un particulier, c'est compliqué parce qu'il y a des minimums de commandes. Moi, depuis qu'on a bossé avec la Chine, j'ai dû recevoir au moins 5 ou 6 emails de sociétés françaises qui me proposent des masques, alors beaucoup plus chers, mais qui m'en proposent en fait. Donc là, actuellement, c'est plus un problème d'en trouver. Donc, en tout cas, ça, on l'avait déjà préparé. Ça fait 4 semaines qu'on est sur ces 3 sujets. Alors, au-delà de ça, du coup, le point suivant, c'était de se dire, en fait, notre priorité, c'est de prendre soin des clients. Et prendre soin d'eux, ça veut dire leur assurer la continuité de business, mais en garantissant que nos collaborateurs soient safe. Et du coup, pour pouvoir produire pour nos clients, ça voulait dire garder les appels à l'aide s'il y avait besoin pour nos collaborateurs. Ça voulait dire garder les Kanban, parce que sinon, ce n'était pas possible. Garder les managements visuels. Alors nous, on est une entreprise digitale, mais tous nos managements visuels sont papier. Donc, ils sont tous au mur. Alors ça, c'est chez moi, donc je n'ai pas de management visuel à la maison. Mais au bureau, on a partout du management visuel. Du coup, on s'est dit, zut, il faut qu'on les transforme en numérique. La chance qu'on avait, c'est qu'on utilisait Excel et on imprimait des pages et on discutait en mode papier tous les lundis. Et là, du coup, en fait, on l'a transformé pour que ça soit visualisable sur un seul écran sur Excel. Voilà. Au-delà de ça, on a une réunion mensuelle avec toute l'équipe où on parle des indicateurs de qualité, on parle des bacs rouges, on parle de ce qu'on a appris, on célèbre les réussites, encore plus en ce moment avec ce qui se passe. J'avoue qu'on focalise un petit peu moins sur les bacs rouges, mais on parle également de la vie d'entreprise. Donc, tous les éléments qui changent et tout ce qu'on doit apprendre à changer. Ça, bien sûr, ça continue. On l'a reporté la première semaine parce qu'il y avait un peu trop d'urgence et c'est un peu compliqué, mais maintenant, on la continue. Et là, on va bientôt avoir notre deuxième édition de la réunion. Et c'est important parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment où tout le monde peut s'éclaircir et voir que ça continue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de plus pour nos clients? En fait, pour nos clients, donc il y en a qui continuent, qui sont encore en activité, à peu près la moitié. On ne compte pas notre temps. Avant, un chargé de compte doit gérer, par exemple, ce n'est pas un vrai chiffre, mais 10 clients. Maintenant, il n'en a plus que 5, mais il a toujours le même temps. Donc, du coup, il a doublé son temps par client quasiment pour pouvoir leur assurer un maximum de support. Ce qu'on a accepté aussi, je dis accepté, mais en fait, ce n'est pas exactement le bon mot, c'est ce qu'on a évolué, c'est que nos clients nous ont demandé de faire des missions qui sont en dehors de notre champ d'expertise direct, qui tournent toujours autour du trafic, mais qui sont annexes. Mais ils ne peuvent pas trouver un nouveau prestataire. Ils ont besoin de conseils, et on a accepté de le faire. En fait, on ne s'est même pas posé la question. En fait, les chargés de compte l'ont fait directement parce qu'ils savaient que ça allait aider les clients. Donc, on a fait tout ce qui était un peu périphérique à notre métier. On a, par exemple, créé des data studios, des reporting, en fait, avec des vues différentes. D'habitude, ils comparent à la journée de l'année dernière. Là, ils comparaient à la semaine d'avant, en fait, pour voir est-ce que les journées étaient en train de s'améliorer, n'étaient pas en train de s'améliorer. Et on faisait plein de vues différentes. Ça, généralement, ce n'est pas nous qui le faisons pour nos clients. Voilà. On a également partagé le savoir-faire entre nos clients. C'est-à-dire que nos clients, là, actuellement, sont au télétravail, peuvent moins discuter avec leurs collègues, puisque certaines boîtes n'ont pas mis de Discord, n'ont pas de Slack, n'ont pas d'Hangout. Certains de nos clients, du coup, sont vraiment laissés seuls. Et c'est difficile pour eux de trouver des bonnes pratiques. Une bonne pratique qu'on a appris. Donc, dans l'e-commerce, normalement, vous avez 15 jours pour retourner votre colis. Le problème, c'est que dans 15 jours, on sera encore confiné. Donc, du coup, vous n'allez pas commander. Si vous n'indiquez pas que vous avez changé votre pratique sur votre site, les gens ne vont pas commander. Un de nos clients est passé de 15 jours de retour à 60 jours de retour. On a regardé les effets et le taux de transformation du site s'est amélioré. Donc, ils ont augmenté le nombre de commandes. On a pris ce savoir-faire et on l'a envoyé spécialement à tous nos clients pour leur dire si vous pouvez augmenter le taux de retour, voici l'impact que vous pourrez avoir. Ceux qui l'ont fait, ils ont augmenté le chiffre d'affaires de 20% sur les boutiques. Voilà. Particulièrement dans la mode où les taux de retour sont très, très, très importants. Quand vous commandez un livre, ce n'est pas très grave de le retourner, c'est 10, 15, 20 euros. Et puis, normalement, un livre, il y a peu de chances de devoir le retourner. Voilà. On doit également réaliser des missions dans notre expertise. Je ne vous ai pas donné l'exemple, mais on travaille avec un réseau de bricolage. Et donc, eux, ils étaient en mode panique. Le mardi, ils nous ont dit, suite au confinement, on a dû fermer les boutiques, il faut s'arrêter parce qu'en fait, là, on ne peut plus faire de publicité. Mais nous, notre publicité qu'on fait,
réalise des commandes en ligne et réalise des visites en magasin. On n'a plus de magasin, il faut s'arrêter. Donc, nous, le client était en mode vraiment panique en fait. Là, c'est même pas une discussion qu'il voulait avoir avec nous. Alors que c'est un client avec qui, en termes d'habitude, ça se passe bien. Il nous a dit, c'est le COMEX, ils ont décidé, vite. Donc, le chargé de compte dit, OK, je coupe. Il a coupé immédiatement et il a dit, je vais quand même regarder une analyse parce que mon client ne me semble pas réagir sereinement. Et en fait, on s'est aperçu que 30% de nos publicités généraient du chiffre d'affaires en ligne et il leur permettait d'être rentable. Le reste, par contre, ce n'était pas rentable. Et pourquoi notre client était rentable? C'est que certains produits qui étaient vendus étaient des articles qui pouvaient être utiles aux particuliers dès le début du confinement. Et donc, c'est des campagnes qui étaient rentables, qui faisaient gagner de l'argent à mon client, en fait. Donc, on l'a rappelé, on lui a expliqué. Et il a dit, OK, sur cette partie-là, je veux bien diffuser, puisque du coup, on est positif. Et donc, en fait, ça a même aidé à sauver, à notre petit niveau, en fait, le business de l'entreprise. Au-delà de ça, du coup, on a même partagé notre savoir-faire à l'extérieur, puisque notre mission, c'est d'aider les gens, de faire plus de ventes. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, les gens ont du temps. Donc, dans les entreprises, ils ont du temps pour produire parce qu'ils ont moins de travail. Et en référencement naturel, quand vous faites quelque chose, ça met des mois et des mois et des mois pour avoir des effets intéressants. Par contre, c'est quelque chose qui a le meilleur retour sur investissement. Donc, ça coûte peu et ça rapporte beaucoup. Simplement, le délai est très long. Et puis souvent, il y a un gros pataquès au départ à faire, un gros setup. Donc, du coup, on a testé avec un client en disant, tu as du temps là? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire avec toi une mission spéciale pour mettre en place des choses qui vont apporter du résultat dans 6 mois? Ouais, j'ai rien à faire, je veux bien. Ça a marché. On a réussi à quasiment tout mettre en place. Donc, en fait, on a fait un webinaire qui explique comment faire avec l'extérieur. Donc, en fait, pour dire à tous les e-commerce français, si vous avez des choses à faire, en ce moment, c'est sur le référencement naturel. Bien sûr, en plus, nous, on espérait trouver un ou deux clients et je ne peux pas dire le nom, mais suite à ce webinaire, on a signé un très, très grand transporteur qui est vachement sollicité en ce moment et qui, lui, cherchait une solution en fait parce qu'il a généré tellement de business en ligne qu'il n'arrivait plus à suivre. Mais il disait, si je peux en faire encore plus de business avec du référencement naturel, je suis intéressé. Donc, du coup, on a eu un ROI en fait. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en prenant soin de votre équipe, de vos clients et même un peu de l'extérieur, en fait, vous arrivez à générer des choses positives pour l'entreprise. Marie, oui, c'est public les conseils. Marie, en fait, le mieux, c'est de m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je mettrai mon pseudo LinkedIn à la fin et je t'enverrai le lien du webinaire. En fait, il n'est pas public le webinaire, mais je peux t'envoyer un lien. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens ont gagné du temps et nous, on est tout le temps en recherche d'amélioration permanente. Là, comme les gens avaient du temps, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que les clients ont le plus besoin et qu'est-ce qui pourrait du coup leur apporter le meilleur résultat, le plus de commandes à la reprise. On a trouvé 10 sujets. On en a validé, c'est toute l'entreprise, ce n'est pas moi, ce n'est pas le cas de dire. On a créé 6 groupes de 4 personnes qui ont dit, moi, ces sujets m'intéressent. Tous les jours, les gens de ce groupe partagent entre eux et une fois par semaine, chaque groupe présente les résultats à l'entreprise dans son ensemble, en fait. Voilà. Donc, si vous avez un exemple sur le téléchargement d'applications, et en fait, comment ça se passe? Et là, ils nous partagent des apprentissages, des améliorations qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Voilà. Et ça déclenche vraiment une vraie discussion. Il y a à peu près la moitié de l'entreprise qui vient chaque jour à ces discussions et il y a plein de questions qui fusent. Et certains disent, mais moi, ça m'intéresse parce que pour mon client, en fait, ça m'intéresse d'avoir ce savoir parce que en fait, mon client va avoir le problème. Ou alors, mon client a déjà le problème et actuellement, je ne sais pas l'aider. Mais grâce au travail que vous et votre groupe faites, je vais pouvoir l'aider dans quelques jours ou dans quelques semaines. Du coup, si j'essaie de vous prendre un exemple pour que ça soit un peu concret. Donc, notre client, il fait du B2B. Il achète pour 9 000 € de publicité par mois. Il obtient 8 000 visiteurs, soit 80 formulaires remplis. Donc, nom, prénom, entreprise, et je souhaite un devis. Moi, quand je travaille et j'optimise le Google Ads, je vais lui obtenir 11 000 visiteurs pour 11 000 €. Donc, j'augmente le trafic. Et par contre, je vais lui faire 110 formulaires. Alors là, j'espère que vous êtes fort en calcul mental parce que dans 2 minutes, j'aurai besoin de vous dans le chat, donc dans la conversation. Donc, du coup, ouvrez tous votre onglet conversation. Normalement, mon travail s'arrête là. Donc, normalement, le client est déjà content. Il a plus de volume et ça lui coûte moins cher à l'unité.
Si derrière, je suis capable de lui optimiser sa page de destination, donc c'est la page que vous voyez après le clic, je peux lui obtenir toujours 11 000 visiteurs, mais je peux lui faire 120 formulaires remplis. Donc, du coup, dans mon premier cas, l'annonceur dépense 9 000 € pour récupérer 80 formulaires remplis. Ça lui coûte combien du coup du formulaire? Catherine, toi qui as ton micro activé, combien ça lui coûte du formulaire, Catherine? Ça lui coûte 112,50. Bravo, Catherine. Voilà, merci Alexia aussi, 112. Voilà. Donc, ça, c'est avant de travailler avec JB Web. Maintenant, dans le deuxième cas, quand il travaille avec nous, combien ça lui coûte pour un formulaire? 100. Merci. Et sur le chat, on compte sur vous, là, en fait, quand même. Hein. Ah oui, je me tais. Non, mais Catherine, ce n'était pas pour toi, je ne me permettrai pas. On est à 100. Donc là, le client est déjà plus content. Il a plus de volume et le volume unitaire lui coûte moins cher. Ça, c'est le travail habituel de JB Web et d'habitude, on s'arrête là. En ce moment, du coup, il y a un groupe qui travaille sur le sujet et qui dit ah bah tiens, comment on pourrait optimiser la page de destination en fait. Si on arrive à faire ce travail, le résultat type qu'on obtient, c'est de passer à 91 €. Donc, c'est encore enlevé 10%. Et là, les clients, du coup, bah, ils nous aiment. Hein, voilà. On a augmenté le volume, on est passé de 80 à 110 et dans le même temps, de 80 à 120 en augmentant seulement de 20% des coûts. Donc, du coup, le client est ravi. Et ça, c'est un résultat typique qu'on peut obtenir, enfin qu'on obtient. Par contre, on ne faisait pas les landing page. Pourtant, une landing page, à gauche, vous avez une version avant, après, vous avez une nouvelle version. Ce travail-là, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est une bonne landing page. Mais par contre, on ne savait pas en interne comment j'obtiens l'accord du client. Comment je modifie la page, avec quel outil, avec quelle technologie, comment je mesure les résultats. Et comment moi, en tant qu'AM Google Ads, bah, je le fais en fait. Mais vraiment au réel, c'est-à-dire comme si je sortais mon cahier et que je commençais à produire en fait. Donc là, le groupe se discute tous les jours pour essayer de faire ça. Et imaginez, mon client, avant la crise, il est dans cette position ici. Du coup, nous, avec le temps libre sur la crise, on fait ces améliorations. Et quand mon client va reprendre ses campagnes à la fin du confinement, je vais pouvoir lui améliorer ses landing pages et en quelques semaines, je vais lui obtenir ce résultat. Donc, du coup, mon client, il est grave plus fort, il fait grave plus de résultats. Donc, il va mieux, il est plus satisfait de nos services. Donc, moi, ça m'aide à être encore plus indispensable pour mon client. Et en plus, généralement, ce qui se passe plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, c'est que son budget de 11 000 €, il va l'augmenter un petit peu, peut-être à 12 000 €. Et moi, du coup, ça me fera gagner un petit peu plus d'argent. En fait. Mais voilà, en tout cas, en rendant mes gens plus forts, en les faisant apprendre quelque chose, et du coup, je rends mes clients plus forts et en retour, je obtiens un petit résultat. Au-delà de ça, je vous parle d'une autre initiative qu'on a fait, mais alors on l'a fait avant le Covid, mais c'est juste pour vous indiquer le mindset. Parce que là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ouais, mais là, du coup, c'est un groupe hyper fort qui est en train de faire ça. » Non, c'est un groupe fort, mais c'est un groupe comme un autre, en fait. Et en fait, on a un autre client qui fait du bricolage, qui vend via Leroy Merlin en temps normal. Donc, Leroy Merlin, Castorama et tous ces gens-là. Et il me dit, c'est gênant, ils me prennent 50%, j'aimerais bien vendre mes produits en direct. Le produit coûte 3 000 €. Avant nous, il générait 2 leads avec son site internet. Nous, hop là, on a boosté ses campagnes de Google Ads et on est passé à 20 leads. Donc, le client, il a la patate et il me dit, mais Jonathan, c'est extraordinaire. Moi, je laisse avec les équipes gérer, je ne parle pas à ce client au quotidien. Et puis, un jour, je reçois un appel du client qui me dit, non, mais Jonathan, je ne suis pas du tout content. Tes leads, tu m'en as envoyé 40 et j'ai fait 0 vente. C'est qui ces gens-là que tu m'envoies? C'est quoi ces formulaires pourris? Je ne sais pas. Écoute, nous, on achète le nom des produits que tu vends, des gens qui sont dans la cible, la tranche d'âge. Je ne comprends pas. Bon, c'est tout. Je le répète à la compte manager et ça s'arrête là. Et en fait, la compte manager, lui, a pris une initiative et a essayé de travailler avec son team leader. Donc, nous, ce qu'on fait quand un client vient nous voir, on essaye son tracking. Donc, on remplit le formulaire, tac, 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 est-ce qui marche? Et est-ce qu'on a bien une conversion qui remonte? Est-ce qu'on reçoit bien un email? Oui, ça marche. Donc, on avait testé avec notre client, ça marche. Ça s'arrêtait là. Et notre AM s'est dit, là, mon client n'est pas satisfait. Il me dit que mes leads sont de mauvaise qualité. Moi, je ne peux pas travailler sur la qualité des leads parce que, en fait, les mots qui viennent, c'est vraiment des mots qui sont connectés à son activité. Par contre, comment mon client traite ses leads? Donc, ce qu'il a fait,
c'est qu'il a rempli un vrai formulaire en mettant son nom, son prénom, son numéro de portable. Il l'a fait sur le site du client et sur les 4 ou 5 concurrents. Devinez ce qui s'est passé, à votre avis. Sur le chat, en fait. Hein. Les autres concurrents, vous pouvez rouvrir vos micros 2 secondes. Hein. Les autres concurrents ont répondu plus vite? Alors non, alors en termes de délai, c'était kiff-kiff. C'est que notre client a appelé une fois sur le portable de mon équipier. Il a envoyé un email pas très intéressant avec un PDF qui était un scan d'un papier, d'un document. Et un scan, je ne parle même pas d'un vrai PDF joli, hein, je parle d'un scan. Quand les concurrents ont appelé 4 à 6 fois en moyenne, ont envoyé des PDF, des emails intéressants avec différents PDF, différentes cas de figure d'utilisation du produit. Tout ça dans un lead time différent, J+1, J+4, J+7, J+14. Nous, du coup, on a pris toutes ces données, on en a fait un petit document qu'on a remis au DG de la boîte. Hein, donc, écoute, tu nous dis que nos leads ne sont pas bons. Moi, je me suis permis d'aller sur le terrain, d'aller voir ce que tu produisais. Enfin, quand je dis moi, c'est mon équipe, hein, mon AM, parce que moi, je n'ai rien fait. Mon AM est allé sur le terrain, voici ce qu'il a vu. Et là, le DG il nous a regardé. Ah ouais, il a dit un gros mot. Et il a fait OK, je reviens vers vous, je vais arranger la chose. Un mois plus, pas de nouvelles. Bon, après, moi, c'est un client et je ne gère pas forcément tous les clients en direct, mais un mois après, je reçois juste un petit mail. Oh purée, Jonathan, on a fait nos 2 premières ventes. Voilà. En fait, c'était juste que dans la chaîne de production, ce n'était pas notre maillon qui était en train de poser souci, c'était plutôt le maillon suivant. Mais en fait, mon AM a pris l'initiative d'aller explorer ce maillon, alors que ce n'est pas dans notre mission réelle et on n'a pas été rémunéré pour ça. On l'a fait vraiment pour débloquer le client. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, l'initiative, ça se fait vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde. Et game back, comme nous dit Odd, aller sur le terrain. Du coup, et j'ai presque fini parce que je vais dépasser mon temps, je suis désolé. Nous, ce qu'on fait, du coup, on soutient les initiatives en les aidant à faire des apprentissages, en faisant des petits pas. Donc là, on a incité un peu plus en mode Covid à en faire plus, mais on le soutient toute l'année. À partir de ça, ils en font des standards. Les standards, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une procédure. Le standard, c'est des pratiques construites sur la base d'apprentissage, donc ce qu'ils ont fait, collectivement reconnus. Ça tombe bien, ils l'ont fait en groupe, ils ont enseigné ensemble, qu'on est capable de remettre en cause régulièrement, mais qui sont actuellement la meilleure façon de produire connue. Actuellement, il n'y a pas de mieux. Voilà. Comme on a des team leaders, ces team leaders sont capables d'aider les équipes à fabriquer les standards. Les team leaders, eux, l'intègrent à la formation des nouveaux, l'intègrent également à la formation des permanents, aux anciens qui sont là. Ce qui fait que du coup, apprentissage, standard, intégration de ces standards et de ce qu'on a appris, en fait, ça nous permet d'avoir des améliorations continues sur toute l'entreprise, sur toutes les équipes et sur tout ce qu'on fait. Du coup, j'en arrive à la conclusion que prendre soin des collaborateurs et des clients, soutenir les initiatives quand ils en font. Donc, soutenir, ça ne veut pas juste dire leur laisser du temps, hein, ça veut dire les aider, prendre les standards, les aider à faire des standards, diffuser les standards. Et bien, en fait, tout ça nous donne qu'on a une méthode en permanence pour changer et qui fait qu'on gère la crise comme un changement de plus et pas comme une catastrophe. Et voilà pour mes petits slides. Un grand merci, Jonathan. Super, je reviens à l'écran. Un grand merci. On n'a pas encore beaucoup de questions. Moi, j'en ai quelques-unes. Tu peux nous rappeler quand même le contexte concurrentiel? Ce que tu nous dis, ça a l'air tout simple chez toi. Finalement, vous avez des clients, ils viennent vous voir, vous les aidez, etc. Tu vas nous raconter combien c'est pas si simple que ça. Il faut quand même rappeler que tu es dans un contexte concurrentiel assez lourd. Hein. Vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Tu peux le redire un peu? Oui, alors, en fait, on a 2 problématiques différentes. C'est que Google et Facebook nous imposent au moins 25% de croissance par an. Sinon, en dessous, on ne peut pas rester partenaire avec eux, en tout cas partenaire de haut niveau. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a à peu près une quinzaine de concurrents en France, des concurrents très sérieux. Et on a ensuite, en fait, une deuxième vague de concurrents qui sont toutes les agences de communication, qui vont au global, qui vont créer le site, apporter le trafic, créer le logo, faire des cartes de visite, en fait.
Ça, ce n'est pas forcément des concurrents frontaux, mais il y a 2000 agences de communication en France. Donc, mine de rien, ils prennent une partie de notre business. Et nous, dernier point, on intervient beaucoup à l'international. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, sur la partie internationale, par contre, du coup, là, la concurrence est démultipliée. Alors, une autre question que j'avais, tu as parlé des initiatives et celle que tu as évoquée tout à l'heure sur le fait d'aller faire le gemba du client, finalement se mettre à la place des clients de votre client. C'est pas simple à obtenir, c'est pas une culture facile à obtenir. Comment est-ce que vous avez créé cet esprit d'initiative et de gemba? Alors, ça fait 4 ans qu'on pratique et ça, en fait, c'est venu avec le temps. En fait, en prenant soin des gens, en faisant en sorte qu'ils aient tout pour réussir, du coup, ils ont moins de stress, ils se concentrent sur leur vrai métier, sur leur vraie attente, et ce qui fait que aussi ils comprennent au fur et à mesure qu'on n'est pas toujours exactement connecté aux clients et oui, ils ne sont pas toujours connectés aux clients par rapport aux attentes des clients. Et au début, ils le prenaient très mal. Ils me disaient, mais le client est un con. Tu as vu ce qu'il m'a écrit? Tu as vu ce qu'il m'a dit? Et là, en fait, je leur dis, attends, mets-toi à leur place, en fait. Quand il t'envoie un scud, un message un peu direct, peut-être que lui, il se l'est pris de son directeur. C'est quoi l'objectif de la boîte en ce moment? C'est de réduire les coûts, c'est de faire plus de croissance. Et en fait, en se posant ces questions, en ayant cette discussion, moi qui ai 20 ans d'expérience dans ce métier, et eux, en fait, ils ont changé un petit peu le mind. Et puis après aussi, ce qui leur a fait vachement plaisir, c'est quand eux, ils changeaient un petit peu, le client leur disait félicitations, parce que notre client dans l'industrie qui vend des produits via Leroy Merlin et en direct, quand on a fait ces 2 premières ventes, il m'a juste pas écrit. Moi, il a écrit merci Jonathan, on a fait 2 ventes. Mais quand on a eu mon chargé de compte au téléphone, il a encensé, il a dit que c'était génial. Donc, mon chargé de compte me dit waouh, changer, ça m'apporte des bonus hyper positifs en termes de satisfaction personnelle. Je vais peut-être accepter de changer plus souvent. En fait. Je reviens un peu en arrière. Il y avait une question qu'on a zappée pendant que tu racontais que tu partageais votre savoir-faire avec des clients. Ou il y a une question qui a été posée. Est-ce que vous partagez le savoir-faire de JV Web ou le savoir-faire de vos clients? Et si c'est le cas, si c'est le savoir-faire de vos clients, est-ce que vous avez l'accord de vos clients pour le partager? Ok. Alors, quand on partage à l'extérieur, c'est le savoir-faire de JV Web qu'on partage. Le savoir-faire qu'on a partagé entre nos clients, c'était du savoir-faire non confidentiel, entre guillemets, de passer de 15 à 60 jours. C'était pas… si nos clients cherchent sur Internet, ils vont trouver l'information. Ce n'était pas du strictement confidentiel. J'avoue qu'on n'a pas demandé leur autorisation pour faire tourner entre eux. Mais par contre, ils le savent qu'on le faisait parce que du coup, chaque client qui a donné un message, entre guillemets, a été récompensé avec une autre amélioration. Donc, c'était vraiment donnant-donnant. Voilà. D'accord. Une autre question de MH. Est-ce que tu as profité de la crise pour aller explorer des nouveaux canaux de business, par exemple Instagram, où tout le monde passe beaucoup de temps aujourd'hui? Ok. Alors, on a déjà un canal sur Instagram, puisqu'on fait… tout à l'heure, je vous ai mis Facebook, mais Facebook et Instagram, c'est la même plateforme. Donc oui, en fait, par contre, on a eu des opportunités sur Instagram parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui utilise Facebook et Instagram en ce moment. Donc, plus de quantité. Par contre, Facebook a moins d'annonceurs, ce qui fait que les coûts uniques de publicité ont fortement chuté. Et donc, on a prévenu certains de nos clients qui, eux, étaient un peu limite en rentabilité sur ce créneau. Et ils ont relancé leur campagne publicitaire et ça a pu générer des ventes de façon importante. Et pour répondre plus globalement à la question de MH, en fait, les landing pages, pour l'instant, on l'ouvre comme un petit service supplémentaire pour améliorer les performances, mais peut-être qu'à terme, ça va devenir une vraie business unit. Le téléchargement d'applications, on en fait très, très peu et on pense que ça peut devenir une business unit également à terme, en fait. Donc là, les sujets d'amélioration qu'on a en ce moment, les initiatives, c'est vraiment orienté nouveau service, nouveau business, si je puis dire. Alors, j'ai une question de Johan, il voudra peut-être la préciser en remettant son micro. Il demande si les standards de travail ont été modifiés. Johan, vous voulez peut-être préciser? Oui, bonjour. Oui, quand Jonathan a expliqué… Vous m'entendez? Oui. Quand Jonathan a expliqué qu'il a dû revoir en fait le travail partiel chez les gens, mettre des outils de communication différents,
comme Discord, etc. Est-ce qu'il a préalablement changé des standards de travail en intégrant ces outils, ou ils sont restés sur les standards précédents? Ou est-ce qu'il y a eu des améliorations finalement, puisque comme on ne sait pas où… Ok. Alors, en fait, on n'a pas. Hangout, on l'utilise déjà. On est déjà sur les outils de collaboration Google Sheets, etc. Et en fait, le seul outil nouveau, c'est Discord. Et en fait, Discord, ça a juste remplacé la personne qui se lève et qui va discuter avec une autre. Et donc, on n'a pas créé de standard pour ça. On a juste expliqué comment fonctionnait Discord. C'est un outil très, très simple. Donc, on l'a fait en dojo très rapide. En fait. Voilà. D'accord. Merci. Question qui est posée sur avant la crise, comment vous faisiez du Gemba et du management visuel, ou sur quoi portait votre management visuel et votre Gemba avant la crise? Ok. Alors, nous, donc on a beaucoup de nouveaux, on forme régulièrement parce qu'on embauche, on grossit. Et ce qui fait que le Gemba, en fait, c'était je viens derrière une personne et je la regarde travailler. Donc, je la regarde comment elle utilise son clavier, sa souris, ce qu'elle fait, comment elle enchaîne ses gestes. Donc, ça, c'était comment on faisait avant le Gemba. Maintenant, on fait la même chose, mais avec Zoom, où en fait, on voit la personne, on voit ce qu'elle fait et on peut discuter de la même façon. Concernant le management visuel, en fait, le management visuel, pour nous, est un support de discussion. Les équipes s'en servent globalement une fois par semaine pour voir les clients en difficulté, les projets en difficulté, pour voir est-ce qu'on est OK ou pas sur tout ce qu'il y avait à produire. Et en fait, ça, c'était des fichiers Excel qu'on a imprimés. Pardon. Donc maintenant, on a créé un fichier Excel récapitulatif et les gens échangent directement sur un Zoom comme ça. Quelqu'un partage son écran et puis on discute comme ça, comme on est en train de faire maintenant. D'accord. Exactement la question. Donc le Gemba, ça consistait essentiellement à aller regarder le contenu du site client, de voir comment on s'y prenait pour l'améliorer, d'aider les gens à bénéficier du savoir-faire de JV Web, etc., etc. C'est ça. Super. Il y a Thierry qui nous dit, est-ce que vous n'avez pas peur de la dématérialisation du Gemba? Alors oui, ce n'est pas idéal. Je l'avoue que c'est moins bien pour le contact humain, c'est moins bien pour les échanges, etc. Mais de toute façon, actuellement, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire autrement, en fait. Et comme normalement, je l'espère, ça sera provisoire et au mois de mai ou au mois de juin, au plus tard, on pourra tous retourner au bureau, on fait avec parce que c'est provisoire, en fait. Voilà. J'ai une question de Mido qui voudra peut-être préciser comment est-ce que le Lean et les outils du Lean peuvent aider les entreprises à maintenir leur exploitation. Tu as déjà donné pas mal de pistes et soutenir leurs fonctions corporate, marketing, relations clients, RH, production, distribution, etc. Comment est-ce que le Lean aide l'entreprise à mieux fonctionner et notamment visiblement les fonctions corporate? Alors, je ne sais pas combien de points en fait. J'allais dire 2, mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. En tout cas, le premier point, c'est au moins que tout le monde dans l'entreprise ait le même langage. C'est-à-dire que Kanban, plan de prod, 5S, que ce soit les fonctions corporate, le sales, la prod, tout le monde utilise les mêmes mots. Avant, chez les sales, on avait un playbook. Dans les fonctions corporate, on avait des procédures. Et puis dans la production, on avait rien en fait. On avait des formations. Maintenant, tout le monde utilise le mot standard et dojo en fait. Le fait de parler le même langage, ça nous a facilité grandement les interactions entre les équipes support, les équipes de prod et les autres équipes. En fait. Bon, ensuite, comment en fait ça maintient pour garder l'exploitation et soutenir les fonctions corporate? Nous, grâce au Lean, souvent les fonctions support, donc corporate, ce n'est pas souvent les fonctions auxquelles on pense en premier en tant que dirigeant. Nous, c'est vraiment la prod et les ventes. Vraiment, c'est vraiment les deux côtés généralement. En tout cas, avec mes amis dirigeants, c'est souvent ce qu'on pense en premier. Ce qu'on a fait avec le Lean, c'est que j'ai fait plein de Gemba. Je suis allé plein de fois sur le terrain et je me suis aperçu que les fonctions RH et les fonctions compta étaient hyper mal aidées en fait. Elles n'avaient pas de support, je ne venais pas les aider. Elles avaient peu de formation, elles n'avaient pas forcément les bons outils et elles n'étaient pas très, très digitalisées par rapport à nous, notre métier en production. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 4 ans, je suis allé sur le terrain, on a corrigé plein de trucs, on a amélioré plein de choses, ils ont pris plein d'initiatives, ce qui fait que là, actuellement, la crise, la partie RH a été quand même bien chamboulée avec ce qui s'est passé au début, la partie financière aussi avec les clients et les fournisseurs, mais au final, avec tout ce qu'on avait mis en place maintenant, ils en vivent les résultats aujourd'hui. Je vous prends un exemple.
pour un comptable, enfin pour 2 comptables. Donc, ça fait 4 ans que je pratique. Et en fait, j'ai convaincu mon expert comptable extérieur à la boîte de faire du lean. Donc, ils sont à peu près pareils que nous, une 60aine de personnes. Ça fait 2 ans qu'ils pratiquent. Et on s'est eu au début de la crise et je lui dis, est-ce que je peux t'aider? Et puis, comment ça se passe pour toi? Et il me dit, c'est super parce qu'on avait beaucoup changé notre façon de travailler. On s'intéresse aux clients, on s'intéresse à ce qui se vit. Et aussi, on a beaucoup digitalisé notre façon de travailler. Donc, on est à peu près OK. Bon, on fait beaucoup d'heures, mais on est à peu près OK. Et j'ai le beau-père d'un ami qui est comptable. Et pour une X ou Y raison, je l'ai eu au téléphone et je lui pose la même question et il me dit, ah non, mais c'est la cata. Parce que moi, mes clients, ils ne peuvent plus venir me déposer leurs enveloppes de notes de frais et de factures parce que mes équipes ne veulent plus les toucher. Et moi, j'étais sur une version de Sage, comptage, je ne sais pas quoi, et tous mes serveurs ils sont accessibles que depuis le bureau. Et puis pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas y accéder depuis l'extérieur. Donc là, en fait, ils ne peuvent pas venir en télétravail. Et du coup, j'en ai que la moitié qui viennent travailler au bureau parce qu'en en fait, ils ne veulent pas venir pour des raisons de risque. En fait. Et du coup, c'est la merde parce qu'en plus, nos clients, ils nous en demandent beaucoup de travail en ce moment. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas parce que le premier comptable a réussi. C'est là, le lean l'a vraiment aidé, en fait. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Le lean l'a vraiment aidé. Et en fait, c'est le même métier puisque c'est 2 experts comptables. Donc, ce n'est pas un expert. C'est parce que nous, on se dit, ouais, Jonathan, c'est facile, il est dans le digital. Enfin, là, le cas des 2 experts comptables, les 2 font le même métier. Voilà. Donc, c'est un exemple concret de comment le lean peut aider. Il y a encore quelques questions là. Attendez, j'essaie parce qu'on arrive à la fin. Moi, j'en garde une pour la fin. Il y avait aussi, qu'est-ce que cette situation de crise vous a appris? Qu'est-ce que vous allez mettre en place demain si vous faites des changements? Est-ce que vous changez quelque chose chez JVWeb avec la crise ou pas? Spécialement avec la crise, il n'y en a peut-être qu'un seul, c'est qu'on va peut-être plus réfléchir au problème. Le mot problème n'étant pas un gros mot chez nous, mais au problème du télétravail, au fonctionnement du télétravail. Voilà. C'est vraiment le seul changement qu'on a, parce qu'après, les autres choses, c'est vraiment comme d'habitude. On a évolué, mais voilà, ça sera des évolutions classiques en fait. C'est-à-dire que vous aviez déjà les outils et les valeurs du Lean et que vous allez poursuivre avec les mêmes pour pouvoir vous adapter à tous les environnements et tous les changements de situation que vous aurez à vivre. Merci Catherine. Une petite question une avant-dernière question avant qu'on en pose une dernière. Le Kanban, on est passé un petit peu vite dessus. Il sert à faire un suivi de prod individuel, c'est la question, ou est-ce qu'il sert à autre chose? Comment vous servez du Kanban? Ok, alors comment on sert du Kanban? Donc en fait, chaque consultant va gérer entre 5 et 10 clients. Et pour chaque client, il a entre 1 et 10 pièces à produire par jour. Voilà, en sachant qu'il peut en avoir 10 le lundi et puis seulement 2 le vendredi pour le même client. C'est très, très variable. Et ce qui se passe, du coup, c'est que le Kanban, lui, il s'en sert pour être sûr qu'il ait sa journée de rempli, qu'il n'ait pas trop de tâches. S'il y en a trop, en fait, il peut tirer un handle en disant « je ne suis pas capable de réussir toutes mes missions aujourd'hui ». Soit, du coup, un TL doit produire pour lui, soit, en fait, on doit l'aider à améliorer les gestes. Ça veut dire peut-être que nos standards ne sont pas au top, ou peut-être ça veut dire aussi qu'il y a un geste qu'il ne maîtrise pas bien. En fait. Voilà. Et ça, généralement, le team leader le découvre en faisant du Gemba. Voilà. Donc, nous, c'est vraiment est-ce qu'ils sont en saison de réussir? Et tous les soirs, on va discuter avec eux pour être sûr qu'ils aient pu réussir leur journée. Et s'ils n'ont pas réussi, on leur demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Forcément, les premiers jours de télétravail, il y a eu plein d'explosions parce que certains clients étaient en mode panique. Donc, il y a eu des surcharges de travail. Et là, c'était vraiment exceptionnel et le Kanban ne nous a pas vraiment permis de résoudre ça. C'était vraiment des trucs très, très, très exceptionnels. Mais en temps normal, ça nous montre les gestes non maîtrisés ou les surcharges de travail dues à tel ou à un client précis. En fait. Voilà. Ça permet de gérer si on tient ou pas la promesse au client, fondamentalement, ce sur quoi on s'est engagé. Exactement. En fait, ça nous permet, on mesure le lead time en fait, avec ça. Donc, un client fait une demande, combien de temps on met pour réaliser la demande en fait. Voilà, donc on le mesure, mais ça on le mesure par cellule. L'idée c'est pas de faire un focus sur une personne, mais l'idée c'est on dit que ce lead time dépasse 4 heures, 2 heures pardon. Dépasse 2 heures en fait, c'est qu'il y a un problème globalement dans la cellule et qu'on va devoir soit avoir du renfort, soit améliorer les standards. Enfin, il se passe quelque chose. Parce qu'au-dessus de 2 heures, c'est pas acceptable de mettre plus de 2 heures en fait.
Super. Une toute dernière question parce qu'on arrive au bout. Tu es allé au Japon, je crois, Jonathan, 2 fois. Et je crois que ta confirmation que le Lean te paraissait la bonne manière de manager ta boîte t'est apparue vraiment au Japon. Qu'est-ce que tu as vu, vécu ou trouvé, ou sur quoi tu as changé d'avis pendant ces voyages au Japon et qui fait que tu gères autrement ta boîte aujourd'hui? Ok. Au-delà de la nourriture, au Japon, il y a eu pas mal de points. Le premier, c'est la visualisation. Donc, nous, on vient du numérique, donc mes consultants adorent Excel, adorent les courbes, mais par contre, tout était numérique. Au Japon, j'ai vu que des feuilles de papier partout. Et en fait, en voyant les feuilles, ça sautait aux yeux. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est passer de numérique à tout imprimer. Voilà. Désolé pour les arbres, mais par contre, ça a été beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile et beaucoup plus vecteur de discussion entre les gens. Parce qu'on voyait les papiers, alors qu'avant, personne n'allait ouvrir le fichier Excel. Donc, on est passé de reporting à management visuel comme ça. Le premier point. Le deuxième, ce serait les team leaders. Les team leaders, on avait un seul team leader à l'époque pour une équipe de 13 personnes. On a vu qu'au Japon, en dessous de 9 personnes, c'était difficile. Et que du coup, idéalement, un team leader, en fait, devait maximum produire à 50%. On a vu chez Toyota que certains team leaders ne produisaient pas. Enfin, n'avaient pas de production dédiée en tout cas. Nous, du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer en créant une cellule de 6 personnes avec un team leader qui produit 50% de son temps. Ça a marché et depuis, on a 6 cellules, en fait. Voilà. Donc, avec 6 team leaders qui produisent. Voilà, donc ça a été super. Et le dernier point, c'est le PPM qui m'a marqué. Donc, moi, j'ai toujours connu que l'industrie du clic. Et donc, j'imaginais que les usines, elles étaient sales. Et puis, surtout, il y avait plein de trucs. Parce que quand je vois la qualité, vous voyez, j'ai un crayon, en fait, et le crayon, il est pété. Je me dis, waouh, l'industrie, comment ils font les crayons que première utilisation, ils pètent, quoi. C'est vraiment des cons, entre guillemets. Désolé, parce qu'il y a plein d'industriels, je sais, dans la salle. Et puis, en plus, c'était avant le Japon. Et puis là, au Japon, j'ai appris le mot PPM. Et quand j'ai entendu certains industriels dire ouais, moi, j'étais mauvais, j'avais 5 pièces par million qui étaient mauvaises, mais maintenant, ça va, je suis à 0,5. J'ai fait ah ouais, ok. Je pense que moi, j'ai à peu près 20% de mes demandes clients qui me demandent de faire du retravail parce qu'ils me disent non, mais ta propale ou ta gestion ou ton truc n'est pas bon, quoi. Et eux, ils sont à 5 pour 1 million et moi, je suis à 20%. Ok, bon, depuis, ça a baissé ce taux de rework, pardon, on l'a fait baisser. Mais je me dis, ah ouais, au final, on n'est pas bon, en fait. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Merci JV Web. Merci pour ce témoignage. C'était super, plein d'énergie. Je vous souhaite à tous de revenir nous voir sur ces webinaires. Le prochain webinaire sera avec Benjamin Garel, qui est le directeur du CHU de la Martinique, et ce sera le 30 avril. Vous avez également les book clubs tous les jeudis, jusqu'au 7 mai, ils sont programmés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous ai mis aussi tout à l'heure le site de l'Institut Lean France. Vous avez les moyens de suivre ce que nous faisons en vous abonnant à notre newsletter. Donc, soyez les bienvenus et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À très bientôt.